Donc c'est la deuxième soirée qui est organisée par la Fondation Tasman et en fait, on l'a organisée sur le thème des écosystèmes. Donc la Fondation Tasman, travaille sur des sujets liés au numérique responsable et dans le cadre de différents, travaux, donc soit des mécénats financiers, soit des mécénats de compétences, on a rencontré un certain nombre de contextes dans lesquels les acteurs collaboraient, coopéraient, créaient des choses, des belles choses en utilisant des écosystèmes. Et on s'est dit que c'était un sujet qui était intéressant et assez riche. Et donc, on est très content d'accueillir un panel d'intervenantes qui ont toutes ce sujet-là en commun et que je vais laisser se présenter. Peut-être Christine, je te laisse démarrer. Numérique en appui. Christine François, donc je suis déléguée de région d'Académie Grand Est adjointe au numérique. J'ai en charge en fait la stratégie du numérique éducatif en déploiement pour les écoles, les collèges et les lycées sur un territoire. J'ai la chance de piloter une académie qui est la première en France en termes d'usage du numérique éducatif, avec également un laboratoire d'innovation. On a aujourd'hui plus de 56 projets recherche en e-éducation. C'est extrêmement significatif avec les enjeux de l'écosystème partenarial qui sera posé sur cette table ronde. Et puis, voilà, j'ai la chance de développer aussi des partenariats d'innovation avec la EdTech pour essayer de contribuer à la co-conception de ressources innovantes. On aura l'occasion d'en parler lors de la table ronde. Bonsoir à tous, Marion Lecam, moi je suis directrice de l'offre de services de l'économie sociale et solidaire à la Mutualité sociale agricole. Et la Mutualité sociale agricole qui n'est pas que le régime de protection sociale du monde agricole, mais qui a développé depuis plus de 30 ans entre 400 et 450 structures de l'économie sociale et solidaire, alors dans des domaines très variés. On a des résidences autonomie pour les personnes âgées, des villages vacances, des structures de travail pour les personnes handicapées. Et du coup, cette question des écosystèmes dans l'économie sociale et solidaire, ça nous parle, et les questions du numérique aussi, parce que d'une part, il faut qu'on accompagne nos associations, et puis aussi les bénéficiaires. Quand on est sur des personnes en insertion ou des personnes âgées, ces questions-là, elles se posent, et la question de leur accompagnement aussi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Peggy Vicomte, déléguée générale de Femmes at Numérique. Femmes at Numérique, c'est une fondation qui a été créée en 2018, qui est abritée par la Fondation de France et qui a pour objet de collecter puis redistribuer des fonds vers des projets associatifs pour promouvoir la filière du numérique, les filières de formation et les métiers vers les jeunes et en particulier les jeunes filles. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'en fait, en 2021, a été créée par le comité exécutif de la Fondation une association de soutien, loi 1901, qui a pour mission de déployer, de passer à l'échelle les projets du numérique financés par la Fondation. Donc on pourra en reparler, mais un sacré challenge, puisqu'il y a eu une dizaine de projets qui ont été financés et une stratégie qui a évolué au fur et à mesure, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lucie, je suis responsable des partenariats chez Sherit. Je ne sais pas si vous connaissez Sherit, mais Sherit est né d'Ashoka, peut-être un peu plus connu. Et notre enjeu, nous, c'est d'accélérer le changement social et environnemental grâce à la tech. On est convaincus que les entrepreneurs sociaux portent des sujets extrêmement importants pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux de demain, et qu'ils ont besoin d'être outillés pour le faire et pour démultiplier leur impact. Et donc, on code gratuitement des solutions digitales pour ces entrepreneurs sociaux pour leur permettre de démultiplier leur impact. On fait ça grâce au mécénat de compétences et à nos partenaires tech qui, du coup, nous accompagnent en mécénat de compétences en mettant à disposition les meilleures ressources tech pour les entrepreneurs sociaux qui ont besoin du digital. Et donc, Tasman est évidemment l'un de nos partenaires.
Et donc, on travaille avec à la fois l'écosystème tech, à la fois l'écosystème associatif. On fait le lien et le pont entre les deux, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et évidemment, les sujets de numérique responsable sont au cœur des accompagnements qu'on fait pour les associations par rapport à un certain nombre d'enjeux qu'elles adressent aujourd'hui. Voilà, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va éviter de trop rentrer dans le sujet parce que sinon, on ne parle plus du tout d'écosystème. Mais ça vaut peut-être le coup qu'on dise un mot de ce que c'est que le numérique responsable. Donc, peut-être pas, vas-y la première. Je me lance sur cette grande question. Alors nous, chez Sherit, on a un gros enjeu qui, avant même de parler de numérique responsable, on parle de numérique essentiel. C'est-à-dire qu'on se pose la question du numérique. On a souvent cette vision que le numérique et le digital va résoudre et permettre de résoudre un certain nombre de problématiques et c'est la solution à tout. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que le numérique est essentiel? Et donc, quand les associations viennent nous voir pour un accompagnement digital, le premier travail que l'on fait avec les associations, c'est vraiment ça, c'est de se dire, est-ce que la réponse est une réponse qui est forcément numérique? Et ensuite, on adresse les enjeux de responsabilité du numérique. Je ne vais pas tous les énumérer, ils sont nombreux, mais en tout cas, il y a des notions effectivement de green IT et d'empreinte écologique du numérique. Il y a évidemment des notions d'accessibilité, notamment parce que quand on travaille avec des associations qui manipulent au quotidien des données de bénéficiaires qui sont des données sensibles de santé ou autres, ça pose la question effectivement de quels outils numériques on met entre les mains des associations. Et puis évidemment, ça pose la question aussi de l'éthique et de la sécurité des données et de l'outillage. Voilà. Donc, c'est toutes des questions qu'on traite de plus en plus aujourd'hui dans les accompagnements, mais qui sont essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce sujet du numérique responsable ou est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Je vous laisse. Dans le domaine de l'éducation, la notion de numérique responsable est essentielle. On est sur des élèves mineurs dont on a la responsabilité d'éducation. D'une certaine façon, on construit la société de demain dans les écoles d'aujourd'hui. Et au moment où on a déployé le numérique éducatif, il y a eu un gros enjeu de récupération de la donnée par les différents partenaires du monde économique. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec un lobbying extrêmement fort de certaines multinationales qui veulent récupérer de la donnée parce que derrière cette donnée, même si elle est anonymisée, vous avez la construction des jeunes qui est aujourd'hui en train de se faire. Vous prenez simplement un travail de rédaction, de commentaires de texte, de mathématiques. À partir du moment où on récupère de la donnée, on voit bien la construction des jeunes aujourd'hui et comment on peut la récupérer dans une dimension mercantile. Donc, chez nous, en tout cas, dans le domaine de l'éducation, soyez bien assurés que le numérique responsable, pour nous, c'est le cadre de confiance sécurisé, complètement anonymisé, sur lequel il n'y a aucun compromis aujourd'hui dans l'éducation. Donc, pour tout acteur qui voudrait rentrer dans le domaine de l'éducation, il devra respecter un certain nombre de cadres qui est plutôt maîtrisé en France et qui a été en avant-garde sur le RGPD européen. Et donc, aujourd'hui, on a un écosystème très rassurant qui nous permet de déployer du numérique éducatif responsable. Oui, je voudrais rebondir parce qu'on parle, je pense que ça va tous et toutes vous parler de sécurité by design. On pourrait parler de éthique by design parce que côté Femmes Numérique, on va s'attacher à cette partie éthique, c'est-à-dire dès la conception. Si nos outils et nos solutions informatiques ne sont conçus, gérés, administrés, sécurisés que par 50% de la population, alors on peut se poser la question des produits. Il y a certains grands groupes aujourd'hui, on est vraiment dans le stéréotype qui adresse des produits technologiques en direction des femmes, c'est-à-dire l'électroménager, qui savent, eux, qu'il ne faut pas se passer de 50% des talents dès la conception. Et donc là, on est vraiment dans le stéréotype flagrant. Est-ce que pour les autres solutions, on doit se passer de 50% des talents? La réponse est évidemment non. Donc, c'est en fait l'éthique dès la conception. Et pour nous, c'est ça le numérique responsable. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe un peu à la question des écosystèmes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est pour chacune d'entre vous et chacune de vos structures, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Quels écosystèmes vous fréquentez? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Alors,
Pour nous, déjà, parce que d'origine, on a deux écosystèmes qui coexistent de façon pas très simple, qui est le premier écosystème qui est celui de la sécurité sociale et de la protection sociale, puisqu'on est issu de la mutualité sociale agricole. Or, dans nos missions, dans le code rural, parce que c'est fixé dans le code rural, on doit développer des services pour répondre aux besoins des ressortissants des territoires ruraux. Donc, ce n'est plus les ressortissants de la MSA. Et puis, on crée des structures de l'économie sociale et solidaire. Et cet écosystème-là de développement où on va aller s'appuyer sur d'autres qui font pour répondre à ces besoins sociaux, ce ne sont pas les mêmes. Et ce ne sont pas les mêmes bénévoles, ce ne sont pas les mêmes financements. Donc déjà, c'est cette question de l'écosystème, il est très fort. Et puis après, alors tout à l'heure, comme on a un petit peu préparé notre échange, on évoquait déjà ces écosystèmes qui sont les écosystèmes associatifs, où on a des associations employeurs, on a en interne déjà des écosystèmes de salariés, des écosystèmes de bénévoles qui se parlent, des écosystèmes de financeurs. Et notre enjeu pour arriver à progresser, c'est comment on fait pour que tout le monde coopère et que ces écosystèmes, ils interagissent, ils se croisent pour quelque chose qu'a dit Lucie tout à l'heure, c'est de répondre à des besoins d'utilité sociale et cet accroissement-là en faisant attention à la question éthique et à sensibiliser ces écosystèmes-là au sujet du numérique qui ne sont pas neutres du tout pour des structures qui en sont très, très éloignées au départ. Oui, non, très bien. Lucie, peut-être que tu peux donner… Oui, effectivement, pour rebondir, nous, on travaille du coup avec à la fois l'écosystème tech en travaillant exclusivement donc avec des partenaires qui sont voilà, spécialistes des métiers de la tech, avec un enjeu de bien comprendre les expertises métiers, la manière dont vous fonctionnez, la manière dont vous travaillez, vos enjeux au quotidien. On travaille évidemment du coup avec les associations. À nouveau, un enjeu fort de comprendre d'où elles viennent, les enjeux, leurs besoins, d'identifier au-delà de l'association en tant que telle le projet tech dont elle nous parle. Est-ce qu'on sait apporter une réponse à ce projet-là? Quels sont les enjeux autour de ce projet-là? Quelles sont les expertises qu'on va pouvoir mettre en face pour répondre et développer le meilleur projet possible? Et on a évidemment un troisième niveau d'écosystème qui sont les financeurs qui permettent de faire vivre la vie associative et Sherit aussi dans son activité. Et donc, notre enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde communique et à la fois tout le monde communique entre écosystèmes, mais aussi à l'intérieur d'un écosystème, c'est-à-dire comment faire en sorte que les associations, on arrive à valoriser le travail qui est fait autour du numérique et qu'il puisse y avoir un effet de bouche à oreille aussi qui fonctionne bien pour que ça fasse grandir collectivement un écosystème. Et c'est pareil au niveau des partenaires, pour se dire, en fait, à partir du moment où une démarche fonctionne bien d'accompagnement pour aller s'engager auprès du monde associatif, comment je partage au sein de l'écosystème pour faire grandir et créer aussi cette dynamique collective. Donc, à la fois, il y a des dynamiques à l'intérieur des écosystèmes et puis il y a des dynamiques, évidemment, inter-écosystèmes pour créer cette dynamique. Peggy ? Alors, l'écosystème de Femmat Numérique est très diversifié puisqu'il y a des entreprises, donc des employeurs, des organisations professionnelles qui vont chercher à comprendre comment mieux associer les femmes dès la conception aux outils et aux solutions numériques, les établissements d'enseignement supérieur, évidemment, le post-bac, l'éducation nationale, travaille très étroitement avec les académies. Les associations, les initiatives, on va dire associatives, qui sont un écosystème très particulier parce que souvent ne fonctionnent que ou principalement avec des réseaux de bénévoles. Donc, comment on anime un réseau de bénévoles, comment on l'amène à se professionnaliser, comment on l'amène dans la direction que l'on souhaiterait. Donc, ça, c'est des écosystèmes très diversifiés. Puis après, j'ai envie de poser une question, en fait, peut-être, c'est de se dire, animer un écosystème, pourquoi faire, dans quel objectif, et est-ce que l'écosystème a envie d'être animé? Parfois, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a ce sujet-là du numérique comme moyen, le numérique responsable comme étant parfois une excuse pour pouvoir entamer la discussion avec les différents interlocuteurs. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser, nous, en tout cas chez Femmat Numérique, c'est de pouvoir
commencer à discuter autour de ce sujet-là pour aller peut-être après un peu plus loin sur certains sujets de l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, de la question des maths. Vous avez, je pense, vu le score PISA qui est problématique et comment est-ce qu'on enseigne plus de matières scientifiques. Et donc, en fait, on peut aller très loin dans le numérique responsable et dans la façon d'animer les écosystèmes. Pour l'éducation nationale, la question de l'écosystème est quand même complexe à définir dans le sens où, je dirais, c'est selon l'objectif de l'intention qu'on crée écosystème. Sur un périmètre territorial, l'écosystème de l'éducation nationale, c'est les enfants, les parents, la mairie, la collectivité, et ça fait déjà un premier écosystème. Ensuite, les enseignants, mais ils sont au cœur de l'éducation nationale, donc pour l'éducation nationale, l'enseignant collabore avec tous ses collègues, enfin tout ce périmètre-là. Et puis ensuite, vous avez les écosystèmes des partenaires autour de l'école, qui sont les associations, mais aussi les entreprises qui collaborent avec l'éducation nationale, que ce soit les jeunes que nous allons former, qui seront en stage en entreprise, qui sont les futurs salariés, mais aussi les entreprises qui travaillent pour l'éducation nationale. Et puis, vous avez aussi la recherche, qui est un écosystème significatif aujourd'hui pour l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on nous demande, on parlait du numérique responsable, on nous demande de mesurer les impacts des transformations qui sont en train de s'opérer au sein de l'école, avec de l'essai-erreur, mais surtout de la mesure d'impact, des suivis de cohorte, et aussi d'apporter la preuve de certaines plus-values des transformations qu'on opère. Et je dirais que ça fait sens à ce moment-là d'avoir un écosystème assez stabilisé. Moi, aujourd'hui, ma délégation a cette mission-là, d'être un accompagnateur des transformations qui sont en train de s'opérer. Je vous donne un exemple plutôt éclairant, j'espère. En 2017, notre académie, avec des laboratoires de recherche autour de l'IA, a remporté un projet qui s'appelait IFRAN. C'est le recteur Monteil qui avait lancé ce projet assez ambitieux en France, pour qu'on ait un écosystème de jeunes chercheurs qui ne sont pas anglo-saxons, qui travaillent sur le monde de l'éducation. Donc, on a été retenu, c'était travailler sur la data. Et la première fois, c'est le lauréat, nos amis du lauréat, ils sont allés dans un établissement scolaire rencontrer les professeurs pour leur expliquer quel était le projet de recherche sur la data en 2017, en disant qu'on allait travailler sur des entrepôts de stockage de la donnée. Là, on a eu un appel, je crois, 10 minutes après que les collègues de la recherche soient partis, en nous disant « mais c'est hors sol, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire faire ?» Parce qu'en fait, les collègues de la recherche sont venus en expliquant leur projet de chercheur. Il n'y avait pas forcément de lien avec l'écosystème du territoire, c'est-à-dire quelle est la place du professeur dans le projet, quelle est la place de l'élève et quelle est la place de la famille, du parent, comment on allait informer la communauté autour de l'école. Donc, on voit bien que la question de l'écosystème, en réalité, elle est toujours à faire sens l'un vers l'autre. Et je dirais que dans nos témoignages, c'est qu'il faut aussi des passeurs dans l'écosystème pour expliquer ce que fait chacun. Et surtout, je crois que ça se construit autour d'un projet commun. S'il n'y a pas de projet, chez nous, c'est difficile d'installer un écosystème. Ça n'offre pas de sens. Oui, en fait, ce que tu dis me fait penser à mon rapport d'étonnement quand je suis arrivée chez Femmes Numérique il y a 2 ans, où en fait, j'ai commencé à travailler avec les entreprises. Je leur ai dit pourquoi il n'y a pas plus de filles, de femmes dans les métiers du numérique, les métiers techniques, les métiers numérisants. On dit, nous, on aimerait bien recruter, mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de candidates, donc allez voir les écoles. Donc, on est allé voir les écoles d'ingénieurs et les universités. On leur a dit, mais alors pourquoi il n'y a pas plus de filles dans vos formations? Ah ben nous, on aimerait bien, mais en fait, il n'y a pas assez de filles qui candidatent sur Parcoursup et qui cliquent sur le bon bouton. Ah bon, d'accord, donc on va voir les académies. On leur dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de filles qui cliquent sur le bon bouton dans Parcoursup. Si, nous, on aimerait bien, mais alors les parents, il faut aller les convaincre. Et donc, quand on va voir les associations de parents, voilà, ils disent, oui, mais nous, on aimerait bien, mais en fait, les profs, c'est pas toujours évident de faire. Donc, en fait, il y avait une espèce de patate chaude qui circulait sur le sujet. Et donc, l'animation d'écosystème pour nous sur notre sujet, c'est ça, en fait, c'est de faire refroidir la patate pour en faire un vrai plat qui pourra se manger par la suite. Il y avait une question qui est peut-être pas évidente, mais pourquoi est-ce que la notion d'écosystème est si intéressante sur les projets qui touchent au numérique responsable? Est-ce que vous y voyez un intérêt ou un lien?
Peut-être Christine? Pour l'éducation, c'est réglementaire. C'est-à-dire, on a la loi NOTRe qui nous répartit dans nos domaines de compétences. Les collectivités ont la responsabilité de déployer l'écosystème numérique qui va permettre de faire enseignement dans la classe, dans l'école. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de travailler, enfin vous êtes obligé, c'est le caractère réglementaire, de travailler avec votre collectivité territoriale partenaire. Ce qui offre un défi d'écosystème, parce que imaginez le nombre d'écoles que nous avons et le nombre de communes sur lesquelles les directeurs d'école doivent dialoguer pour installer un écosystème numérique suffisant, favorable à installer des apprentissages responsables. Et ensuite, vous avez le niveau collège où là, on dialogue avec les conseils départementaux et le niveau lycée où on dialogue avec les régions. Donc déjà là, on fait écosystème. D'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué, moi, dans mon pilotage, on a une dimension ambitieuse de développer un numérique éducatif homogène pour que les collègues puissent échanger entre eux, avoir les mêmes outils de travail, pouvoir mutualiser, avoir des ressources ensemble, pouvoir s'envoyer des fichiers. Et donc, je dirais que ça va de soi. Aujourd'hui, c'est un levier pour nous parce que le fait d'avoir fait écosystème avec toute cette communauté, on a des effets d'essaimage. C'est-à-dire que selon les objectifs de chaque collectivité, vous en avez une, tout à coup, qui travaille davantage les enjeux de la mixité sociale et scolaire, parce qu'à ce moment-là, ils ont identifié un besoin. Donc, on travaille avec eux là-dessus quand une autre collectivité travaille sur la ruralité. Et à ce moment-là, on arrive à faire des ponts d'expérimentation et de plans massifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une académie qui est installée dans un écosystème très significatif où on a un environnement numérique de travail pour chaque collégien, chaque lycéen de l'académie. On a travaillé pour arriver à chaque école de l'académie avec un même ENT pour toutes les écoles de l'académie, alors que vous avez une multitude de communes et la responsabilité est donnée à la commune de cet écosystème. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes écosystèmes, mais c'est le cadre dans lequel je suis qui fait que l'enjeu, en fait, quand on fait écosystème, c'est de donner du sens au multi-acteurs, quel que soit le niveau dans lequel il est et quel que soit l'endroit où il intervient. Et c'est ça la force. Après, se posera la question, Peggy l'a évoqué, de l'animation. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se retrouve? Comment c'est pas chronophage? Comment ça fait sens? Et surtout, comment on respecte chacun dans son identité? Ça, c'est un vrai défi. Et peut-être juste avant qu'on passe à cette question, donc Marion, vous, quand vous traitez des sujets du numérique responsable au niveau de la CCMSA, pourquoi est-ce que c'est obligatoire de s'appuyer comme ça sur ces raisonnements Je ne vais pas répondre au niveau de la CCMSA, c'est-à-dire pas sur la protection sociale, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais au niveau des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont fédérées chez nous. Nous, les enjeux sur le numérique responsable, on en a sur l'accessibilité de façon importante, par exemple sur les personnes en situation de handicap. Alors, il y a un lien avec les services de la MSA, parce qu'effectivement, on les numérise de plus en plus et que l'accès aux services publics, ils sont de plus en plus numérisés. Et donc, dans les sujets qu'on peut adresser aujourd'hui sur notre écosystème, des structures, des ESAT qui sont en milieu rural et qui sont en train de former des gens et de les accompagner sur des métiers qui sont plutôt du maraîchage, de la taille de vigne, etc. Et pour autant, il faut qu'on les accompagne sur ces questions du numérique, sur les dangers aussi du numérique. Donc, c'est ces sujets-là qu'on va adresser. Et je voudrais rebondir moi, sur le côté de l'écosystème territorial, parce que nous, on est principalement, nos structures de l'ESS, elles sont en ruralité. Et leur premier écosystème, c'est l'écosystème du bassin de vie avec lesquels on doit traiter. Et c'est ce qu'on doit leur apprendre à faire avec leur écosystème et avec l'écosystème institutionnel, financier, etc. Mais leur premier écosystème, il est territorial pour monter les projets et en même temps, ils doivent faire avec quelque chose qui s'appelle des politiques publiques de santé publique, d'inclusion, du grand âge, etc. Et c'est ces croisements d'écosystèmes que nous, en tant que tête de réseau associatif, on doit essayer d'accompagner et ça fait partie de nos difficultés d'animation de réseau. Je veux bien juste rebondir sur un point pour donner peut-être un exemple assez précis sur justement le handicap, qui résonne énormément avec les enjeux de numérique responsable. Quand on construit une solution, quand on développe une solution numérique à destination de personnes en situation de handicap, bon,
vous vous doutez bien que l'accessibilité, elle doit être au cœur du développement et que les tests utilisateurs, ils se font aussi auprès de cette cible de personnes. Et peut-être juste pour illustrer la manière dont là, le numérique responsable peut avoir énormément de valeur pour les différents écosystèmes. C'est l'exemple de Droit Pluriel, qui est une association qu'on a accompagnée très récemment, qui œuvre pour permettre de faire en sorte que les lieux de justice soient accessibles au plus grand nombre et que les personnes, notamment en situation de handicap, aient accès à ces lieux de justice de la même manière que n'importe qui. Et donc, ça permet de référencer l'ensemble de ces lieux de justice et de se dire, en fait, j'ai tel type de handicap, par exemple, une mobilité réduite, par exemple, besoin d'avoir accès à quelqu'un qui parle la langue des signes et de m'adresser et de faire valoir mes droits par rapport à mes enjeux. Et donc, on a travaillé main dans la main avec un partenaire technologique, avec des personnes qui avaient un très haut niveau de formation et d'expertise sur les sujets d'accessibilité. On a travaillé évidemment avec l'association qui s'est formée aux enjeux du numérique et à ces enjeux d'accessibilité sur le numérique. Et au final, ça nous a permis, alors non seulement de valoriser le travail qui a été fait, mais aussi à la personne qui était formée sur les sujets d'accessibilité au sein du partenaire, de partager son expérience auprès d'autres collaborateurs et donc de faire grandir aussi d'autres collaborateurs, de continuer son échange avec l'association en bénévolat post-mission mécénat de compétences et à l'association de grandir sur ces enjeux-là, de partager autour d'elle et donc de faire rayonner aussi ces enjeux de numérique responsable sur ces sujets qui sont évidemment hyper importants, sachant que 3% des sites en France sont accessibles. Donc, en fait, ça permet aussi de faire passer un certain nombre de messages qui sont hyper importants et évidemment, par rapport à une mission classique, quand on n'accompagne pas forcément une association, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est des enjeux qui sont essentiels. Et le fait de travailler cet accompagnement sur une association via du mécénat de compétences, c'est des expertises et des montées en compétences qu'on réutilise ensuite de manière beaucoup plus naturelle et de manière presque automatique sur n'importe quel sujet sur lequel on travaille quand on devient expert de ce sujet-là. Et donc, ça permet aussi d'essayer de remonter le pourcentage de sites accessibles en France. Mais voilà, c'est une richesse en fait très forte pour que ça crée une dynamique collective. Alors peut-être, donc ce qu'on comprend, c'est que vous avez toutes dans votre fonction et pour votre structure analysé le cadre réglementaire pour certaines, les forces en présence pour d'autres, caractériser les groupes avec lesquels vous travaillez. On voit qu'il y a une analyse et que c'est très réfléchi, mais maintenant la question c'est au quotidien, on fait comment? C'est-à-dire vous, comment est-ce que vous y prenez pour travailler? Enfin, c'est quoi un écosystème? Comment est-ce qu'au quotidien, vous interagissez avec eux? Comment est-ce que c'est quoi vos trucs? Quelles sont les recettes qui marchent, celles qui ne marchent pas? Donc, peut-être Peggy, tu veux commencer? Oui, alors j'ai plusieurs exemples. Il y en a un qui me vient en tête là, suite à ce qui vient d'être dit. C'est on a organisé au niveau national des assises nationales de la féminisation des métiers et filières du numérique. C'est une initiative nationale. C'était la première édition au mois de février. Et donc avec une représentation ministérielle, avec plus de 400, pratiquement 400 participants, un plaidoyer collectif qu'on a remis au ministre, la première ministre qui a reçu le plaidoyer, qui a répondu. Enfin, il y avait une. Donc on était vraiment à la croisée des écosystèmes, l'animation des pouvoirs publics, des entreprises, des associations, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale. On était vraiment sur ce sujet-là. Et on s'est dit, c'est très bien, ça a été félicité, je crois que c'était un bel événement. Bon, et on s'est dit, on va faire une deuxième édition. OK, à Paris, d'accord. Bon. C'est pas ça l'animation d'écosystème. L'animation d'écosystème, c'est en présentiel dans les territoires. Donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait une déclinaison des assises nationales en région. Donc on a appelé ça les assises régionales de la féminisation des métiers du numérique. Il y a eu une première édition en Occitanie, il y a une édition demain en Guadeloupe. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment les territoires, les écosystèmes locaux peuvent s'emparer eux-mêmes de l'animation qu'on essaye d'impulser au niveau national. Et ça, c'est important, c'est-à-dire comment on fait pour transmettre l'animation, transmettre les directives au sein du territoire en tenant compte de la spécificité du territoire. Et nous, il y avait quelque chose qui nous intéressait dans les assises nationales, c'était vraiment d'avoir cette notion de mélange des écosystèmes territoriaux, les pouvoirs publics, les entreprises, les associations. Et en Guadeloupe,
demain, donc je n'y serai pas en Guadeloupe demain, il y a un déjeuner avec la rectrice, l'inspectrice en charge de NSI, la préfecture sera représentée. Et donc, c'est la première fois pour les associations locales de féminisation des métiers scientifiques en Guadeloupe qu'il y a une représentation comme ça multi-partenaires. Donc, en fait, quand on impulse quelque chose de national en tenant compte de les spécificités territoriales, je crois qu'on arrive à quelque chose. Vous voulez répondre? Si vous voulez rebondir. Ouais. Ça nous anime. Ouais, pour rebondir, effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu de se voir, de se faire rencontrer. Évidemment, quand on travaille avec des écosystèmes aussi différents que des métiers de la tech, des métiers associatifs très terrain, nous, en tout cas, en tant qu'intermédiaire, on a un enjeu à vraiment être autant expert de la tech qu'expert de l'ESS pour faire en sorte que tout le monde parle le même langage. Mais ensuite, pour animer ça et faire en sorte que ça tienne dans la durée et puis que ça rayonne aussi largement, il y a un enjeu de se rencontrer. Et donc, nous, on crée ces rencontres-là. En tout cas, chez Sherit, c'est le parti pris qu'on a, c'est vraiment de créer des rencontres qui permettent à chacun, chacune, de comprendre les enjeux. Et donc, typiquement, le parti pris qu'on a, c'est de faire des rencontres tous les trimestres avec les partenaires tech avec lesquels on travaille, mais aussi ceux avec lesquels on ne travaille pas, encore ou pas, peut-être jamais. C'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire, les gens qui ont cette problématique-là commun de s'engager auprès du monde associatif, venez partager, venez témoigner, racontez-nous comment ça se passe, racontez-nous ce qui se passe bien, racontez-nous ce qui se passe pas, full en présentiel, donc pas de captation vidéo. Mais ce qui permet aussi de parler à cœur ouvert et de ne pas avoir trop peur de ce qu'on va dire. Par exemple, là, si on dit des bêtises, bon, bah, il y a une captation vidéo, donc tant pis pour nous. Mais de créer en tout cas les conditions d'un cercle de confiance assez serein pour que tout le monde puisse prendre la parole librement. Et que, par exemple, ça va être des personnes qui vont être concurrentes dans la vraie vie. Mais en se disant, quand on parle d'engagement associatif, quand on parle de numérique responsable, collaborons, c'est un enjeu de société. Et donc, on essaie de créer ces conditions-là et évidemment de faire en sorte que ce ne soit pas de l'entre-soi et donc aussi dans ces événements avoir des associations qui prennent la parole, qui racontent leur histoire, qui expliquent en quoi la transformation digitale est importante pour elles, qui expliquent en quoi ça leur a permis de démultiplier l'impact. Donc souvent, c'est des associations qui sont en fin d'accompagnement où ça fait 1 an qu'on les a accompagnées, qui reviennent sur leur histoire pour expliquer ce que ça a permis. Et on invite aussi des financeurs parce que ça permet aussi de voir à quel point le financement de ces projets-là, le financement des frais de fonctionnement pour les associations, le financement des projets tech pour les associations est essentiel. Mais on se voit et on en parle. D'ailleurs, je peux témoigner puisque je fais partie des gens qui ont été invités quand on était encore balbutiant sur les sujets de mécénat de compétences et qu'on était intéressés. Et effectivement, Sherit, je pense qu'ils ont une expérience en termes de projets suivis, de projets de mise en place d'outils numériques chez des associations. Ils ont un énorme recul et ils voient quand est-ce que ça se plante ou non. Mais le fait de l'entendre de la bouche de concurrents, il y a un côté rassurant. Enfin, c'est une force de conviction qui est assez. J'ai trouvé ça très habile de leur part. Donc, pardon, je me suis juste permis de témoigner. Voilà, les mécénats anonymes. Je rejoins l'idée de la mise en présence pour créer écosystème. Vous êtes obligé de créer un contrat de confiance avec l'autre pour engager échange, collaboration, mutualisation, c'est essentiel. Un des paris qui m'est venu, c'est la question de la territorialisation. C'est-à-dire que pour faire écosystème, il faut être au plus près du besoin de l'individu ou de la structure qui veut faire écosystème. Et le fait qu'elle ne va pas de soi, elle doit forcément habiter un besoin intrinsèque de la personne qui va s'engager dans l'écosystème. Alors, ce qu'on a inventé dans mon territoire, qui remplit un succès auquel je ne m'attendais pas, c'est de mettre des tiers-lieux numériques éducatifs. Moi, je ne l'avais pas vu du tout pour faire écosystème. Je l'avais vu pour essayer de me rapprocher le plus près possible des collègues professeurs, ceux que je n'avais pas forcément dans mon réseau, pour lesquels le numérique était encore trop éloigné. Et je n'avais pas de solution pour me rapprocher d'eux que d'aller
auprès d'eux dans le territoire pour voir quels étaient leurs besoins. Donc, on a inventé la notion de laboratoire numérique. Et puis, je vous ai expliqué que j'avais 53 projets recherche. Donc, c'est trop loin des collègues professeurs. Je peux envoyer les chercheurs comme ça. Et souvent, les collègues de la recherche, ils allaient sur le sillon lorrain. Nancy, Metz, voilà. Sauf que le territoire académique, j'ai la Meuse, j'ai les Vosges, j'ai la Moselle Sud, Moselle Est. Donc, j'avais besoin que les collègues de la recherche aillent partout parce que l'enjeu pour nous, c'est que chaque enfant ait la même qualité d'éducation où qu'il soit. Et donc, on a mis en place ces laboratoires numériques qui devaient faire tiers-lieu. Puis en fait, derrière ça, on a tiré tout l'écosystème local, que ce soit les collectivités, les mairies, les coms d'agglo, les associations, les autres tiers-lieux, et donc les entreprises. Tout le monde est venu autour de cet objet un peu ovni et on a embarqué de l'école maternelle jusqu'au lycée. Alors, 2 exemples, juste pour montrer comment on peut faire écosystème un peu différemment. En fait, on a installé c'était ce qui me préoccupait le plus, c'est un territoire à Forbach où au moment de la crise Covid, en fait, l'enseignement à distance, je n'ai pas pu l'installer parce que les familles étaient tellement désœuvrées et pauvres qu'elles n'avaient accès à rien. Et en fait, on dit toujours 1% des personnes n'ont pas accès au numérique, sauf que dans certains territoires, ils sont là, et tous. Et donc, pendant le Covid, en fait, on a assuré l'enseignement à distance pour une grande partie de la population, et il y a une partie de la population à laquelle on n'a pas eu accès du tout. Et c'était les familles les plus fragiles. Donc, quelque part, il y avait un renforcement de cette situation qu'on est en train de mesurer aujourd'hui dans les rapports PISA, notamment, hein, que vous évoquiez, où on a quand même une partie de la population avec qui on n'a pas pu maintenir du lien pour des raisons de pauvreté, disons-le clairement. Donc, en fait, on a installé le premier laboratoire numérique là. J'ai vu avec mon recteur, j'ai dit, je vais aller là. Je reste marquée par cette période, donc on a installé un laboratoire numérique. Et je vais essayer d'aller plus vite, mais j'étais obligée de vous installer la raison. En fait, la com d'agglo, tout le monde s'est mis autour. On a fait des comités de partenaires. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas dans mon métier. On avait Emmaüs qui est venu. On a eu les associations du bassin houiller qui sont venues. On a eu tout le monde est venu autour de cet objet. Et on a fait un projet autour Enfin, moi, je n'ai pas fait, j'ai installé. Et les acteurs se sont installés. On a fait un projet, enfin, les élèves ont fait un projet autour du puits Simon, qui est le bassin sidérurgique, qui est au milieu de la ville et qui est non utilisé. Et les acteurs locaux ont ouvert le puits Simon pour les élèves qui n'y étaient jamais allés, qui passaient à côté. Et ils ont inventé le puits Simon en numérique en disant, voilà, ce qui pourrait devenir, comment on pourrait s'en saisir, comment ça pourrait être un projet de territoire. Donc là, vous voyez, quand on territorialise, en réalité, on embarque un écosystème qui fait qu'il fonctionne après sans nous. C'est tout ça, c'est tout l'enjeu du sens. Puis je vous donne juste un enjeu sur la ruralité, puisqu'après, monsieur le recteur m'a dit, ben, allez voir dans la ruralité votre dispositif pour voir ce qu'on peut en faire. Donc, ce n'est pas du tout transposable. Celui que j'ai fait en quartier prioritaire de la ville, vous ne pouvez pas l'embarquer sur la ruralité. La ruralité a d'autres problématiques, d'où l'enjeu d'installer des écosystèmes localisés. Et à ce moment-là, on a fait, la ruralité, les parents nous disaient, nous, on veut être fiers de notre territoire. On est des gens qui travaillent en Allemagne, on a des revenus suffisants. Mais on a le sentiment de ne pas avoir la même offre de service qu'à Metz, qu'à Nancy. Donnez-nous de la fierté dans notre territoire, amenez-nous des services qu'on n'a pas. Et donc là, on a embarqué des collègues, on a mis des laboratoires, des Fab Labs, et les collègues qui animent le territoire sont maintenant dans l'association des entrepreneurs du territoire, et donc tout fait écosystème. Voilà, j'ai essayé juste de vous illustrer de façon très territorialisée ce que peut être aussi l'école comme vecteur de transformation du territoire lui-même. Parce qu'on attend l'école dans l'enseignement, c'est notre cœur de métier, mais il y a aussi la fracture qui a été évoquée, hein, des familles, des individus autour du numérique. Or, on va sur un environnement extrêmement digital et nous ne pourrons pas le faire seul. Il faut bien qu'on embarque toute la population française dans cette transformation-là. Donc, l'enjeu que je vous évoque là, c'est tout un ensemble d'initiatives dont on doit se saisir chacun. Oui, j'ai envie de rebondir parce qu'en fait, moi, je trouve incroyable cette action et ce qui est fait sur le territoire. C'est ce que j'appelle, moi qui n'ai pas mis les mains dans le cambouis là, sur ce projet, c'est ce que j'appelle l'intelligence territoriale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on arrive à un moment donné, quand on a envie de dupliquer, déployer une initiative d'un écosystème,
on ne peut pas le faire à l'identique sur un autre écosystème, même si c'est là, on a l'impression que c'est la même typologie d'écosystème. Si on se déplace d'une dizaine ou d'une cinquantaine de kilomètres, ça ne marche plus. Et en fait, les écosystèmes on ne va pas faire le parallèle avec les écosystèmes vivants, mais quoique, on pourrait, en fait, ils naissent et ils évoluent par nature, en fait, eux-mêmes. Et donc, quand je disais au début, un petit peu en provoquant, est-ce que les écosystèmes ont envie d'être animés? C'est tout le sujet, en fait. Est-ce qu'ils ont envie d'être animés? Parfois non, parce qu'en fait, ils s'autosuffisent. Et nous, on a envie de les pousser un peu plus loin, mais parfois, ils n'ont pas envie. Moi, j'ai un bel exemple sur le sujet, c'est on essaye de faire une cartographie des initiatives des associations sur le sujet de la féminisation des métiers du numérique. Je ne citerai pas la région, mais on essaye de faire une cartographie sur une région en particulier. On en parle depuis 2 ans et cette cartographie ne se fait pas. Et en fait, les acteurs locaux n'ont absolument pas envie d'être cartographiés. Point. Donc, du moment qu'on n'a pas rempli cette relation de confiance, qu'on n'a pas expliqué pourquoi on voulait cartographier, parce que c'est ce dont on parlait, là, si on parle des écosystèmes associatifs, c'est un peu la chasse à la subvention, etc. C'est des écosystèmes très mouvants. On va sur un projet parce qu'il y a une subvention, on n'y va plus parce que la subvention a disparu. Donc, on n'a pas envie d'être cartographié. Je pense que c'est important qu'on prenne en compte ça, en fait, ces spécificités territoriales, cette intelligence à un moment donné qui fait qu'on arrive à faire quelque chose sur un territoire et qu'on n'arriverait peut-être pas à le faire ailleurs. Donc la cartographie, on y arrive quand même, parce qu'on ne lâche pas l'affaire, mais on y arrive autrement et pas en envoyant un formulaire voilà. Donc il y a aussi un bénéfice, c'est-à-dire que les écosystèmes sont très intelligents et les membres des écosystèmes cherchent aussi leur bénéfice au-delà de l'intérêt général. C'est ce qu'il faut arriver à trouver. C'est l'intérêt de chaque partie au sein de l'écosystème. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, en fait, là, sur cet exemple. Je voudrais rebondir parce que ça me parle vraiment. Alors là-dessus, on était vraiment très, très alignés. Donc, nous, on a fait, alors c'est sur un projet qui est complètement différent, qui ne concerne pas le numérique, enfin, même s'il y en a quelques-uns un petit peu. Alors, on a un grand programme d'accompagnement qui s'appelle Inclusion et Ruralité. Et en fait, au départ, on a animé notre communauté, notre écosystème depuis le national, en disant, bah, finalement, on les fait venir, nos 35 porteurs de projets, etc., on les anime. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas et pour que les projets se développent et qu'on voulait qu'ils puissent essaimer plus. Et finalement, on a inventé quelque chose qu'on a appelé les rencontres inspirantes. Alors, le sous-titre, c'est la coopération prend la clé des champs, parce que justement, c'est en milieu rural. Oui, on est assez content du titre, en fait. D'ailleurs, il y en a un demain. Nous, c'est pas en Guadeloupe, c'est en Normandie. C'est dans l'Eure. Et le principe, c'est de se faire rencontrer alors, sur une thématique qui est une thématique qu'on choisit. Alors, demain, ce sera l'alimentation et l'inclusion sociale, par exemple, mais de faire se rencontrer des acteurs très divers du territoire. Alors, il y a des collectivités, il y a des associations, il y a des citoyens engagés qui vont venir, des entreprises du territoire, et on les fait identifier leurs objets de coopération possibles. Et déjà, faire se rencontrer les êtres humains. Après, on a mis en place tout un tas de choses qu'on fait tous grâce au numérique et qu'on a tous essayé de développer, du SharePoint ceci, du fichier partagé, etc. Et on se rend compte que quand les gens ne se connaissent pas, qu'ils n'ont pas identifié leurs objets de coopération et ce sur quoi ils vont chacun pouvoir apporter quelque chose sur leur territoire et que ça leur apporte quelque chose, on pourra mettre ce qu'on veut comme outil, en fait, ça ne marchera pas. Par contre, une fois que cette coopération-là, elle se noue et qu'il y a une relation humaine, là, il y a une utilisation pertinente et les outils numériques, ils sont facilitants. Mais si on commence par les outils numériques, on commence par faire une mauvaise réponse à une bonne question. D'autres aussi utiliser les outils numériques pour comment dire, animer vos écosystèmes, accélérer les choses, ou est-ce que vous aussi vous commencez par déjà faire rencontrer les gens et puis ensuite seulement poser du numérique derrière pour souder? J'ai 2 réponses. D'abord, la première, c'est qu'on installe un écosystème numérique pour favoriser les apprentissages. Vous prenez l'exemple des environnements numériques de travail. En fait, ça a été, on a fait une thèse
j'ai financé une thèse là-dessus pour voir comment le numérique avait modifié la relation dans la famille, puisque nous, on a déployé des outils numériques pour chaque lycéen. Donc, ça veut dire qu'on a imposé un ordinateur dans chaque famille. Et on a installé un environnement numérique pour faciliter la relation école-famille. Dans la thèse qui a été menée, chaque parent a pu témoigner qu'il a eu le sentiment d'avoir une amélioration dans la relation avec le professeur par les outils numériques. Donc ça, c'est très important parce qu'on en a parfois, enfin, moi j'entends souvent ce qu'il faut que j'améliore. Donc j'ai toujours l'impression que bon, ce qu'on propose, on peut encore mieux faire. Mais les parents étaient satisfaits de mettre en place des outils numériques normalisés parce qu'ils avaient le sentiment de se rapprocher de l'école. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on ne leur a pas demandé de l'installer, on l'a installé de fait. Comme là, actuellement, on développe, parce que je travaille sur un écosystème de co-conception avec le monde de l'high-tech, c'est-à-dire que je contribue avec le milieu d'édition à la réalisation de ressources. Alors, je ne réalise pas, je bêta-teste les ressources pour aider les éditeurs à construire les manuels ou les ressources dont on aura besoin, au lieu de les laisser développer sans nous. Et à ce moment-là, on les met à disposition à nouveau des écoles, des collègues des écoles. Donc ça, c'est une mise à disposition de ressources innovantes. Ce n'est pas remonter du territoire. Par la territorialisation là, que je vous ai décrite, vous comprenez bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux besoins qui a été exprimé. Donc, dans ce sens-là, on va sur un autre type d'approche, c'est qu'on entend le besoin. Je vous donne un exemple très concret. Il y a 6 ans, les enseignants voulaient travailler, enfin, j'avais une communauté de profs qui voulaient travailler sur le bien-être scolaire. On a cherché partout, je les ai envoyés dans plein de salons nationaux pour chercher des ressources numériques sur le bien-être scolaire. Il y a 5-6 ans, il n'y en avait pas. Vous aviez que Petit Bambou, qui n'était pas du tout adapté au milieu scolaire et qui posait beaucoup de questions éthiques à l'époque. Donc, en fait, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, c'était le cas. Et donc, on n'avait pas de ressources numériques du tout pour travailler le bien-être scolaire. Et en fait, on a développé, nous, dans l'académie, une ressource avec la recherche, avec une entreprise locale sur le bien-être scolaire. Donc, vous voyez, on impose, on installe, et en même temps, on entend les besoins des professeurs et on développe avec eux des ressources. On a sur un autre exemple sur le bac de français. Le bac de français, il y a des exercices imposés autour du traitement, enfin de la lecture du texte et de la compréhension du texte dans les formulations et aussi dans le lien avec l'art, la culture, etc. C'est la réforme. Donc, en fait, il fallait qu'on arrive sur des textes enrichis, pas seulement le texte en tant que tel. Et on a développé avec le CNRS, la TILF, un laboratoire de recherche, une ressource qui aide les élèves à travailler et à réviser autour des textes littéraires du bac pour qu'ils travaillent avec leurs professeurs et qu'ils travaillent seuls. C'est-à-dire qu'à la fois, on va aider les entreprises de la tech à développer leurs ressources et à la fois, on s'autorise avec la recherche à développer avec la communauté des professeurs nos propres ressources. Et on n'est pas les seuls à le faire. Vous avez à Lille les collègues qui travaillent sur Calculatis. À Limoges, là, on a découvert des collègues qui ont développé une ressource. Enfin, donc, voilà, je ne me suis pas perdue. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres… Ah oui. Parce que j'ai parlé beaucoup de point de vue Shérit, mais je voulais juste vous dire que d'un point de vue animation d'écosystème, évidemment, toutes les assos qu'on accompagne, elles se posent la question au quotidien et elles-mêmes travaillent avec différents écosystèmes, sous-écosystèmes. Et l'outil numérique peut être très facilitant aussi dans ce cadre-là. Je pense à une association qu'on a accompagnée récemment qui s'appelle Des enfants et des arbres, qui œuvre pour la plantation de haies et d'arbres et qui fait cohabiter plusieurs écosystèmes, notamment dans un enjeu de resensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la biodiversité. Et du coup, dans leurs écosystèmes qu'ils animent, il y a les parents d'élèves, les professeurs et les agriculteurs, parce que c'est en lien avec les agriculteurs dans les zones rurales. Et en fait, l'outil numérique a permis à l'association d'avoir quelque chose de fiable et qui permet de faire communiquer ces différents écosystèmes et ces différentes parties prenantes pour accélérer, disons, la gestion administrative et donc simplifier tous ces process-là et permettre des plantations à beaucoup plus grande échelle et donc le démultiplication de l'impact. Et dans ce cas-là, l'outil numérique est extrêmement facilitant et donc ne va pas contre la rencontre. Donc voilà, il y a aussi des exemples où l'outil numérique est aussi
aussi très facilitant. Je pense à Femmes des Territoires, qui est une autre association qu'on a accompagnée, avec un enjeu de création de communautés pour accompagner 70 000 femmes sur le territoire entrepreneurs et les mettre en lien, les mettre en réseau pour faciliter leurs projets d'entrepreneuriat. Voilà, donc il y a aussi des vrais enjeux de facilitation permis par le numérique. Peut-être qu'on peut laisser un peu passer le micro et collecter vos questions, essayer d'y répondre. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent poser des questions. Bon, excusez-moi, j'en ai une. David Jalrebin, Tasman. Merci beaucoup, c'était très très riche. Je ressors. Alors j'étais convaincu déjà que on était plus fort à plusieurs que tout seul et donc il fallait mobiliser les écosystèmes. Moi j'ai une question de flemmard. C'est finalement parce que je suis un flemmard. C'est comment est-ce qu'on mobilise son effort au juste nécessaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on répartit son temps entre ce qu'on doit faire pour son organisation, construire, et le temps qu'on passe à mobiliser des écosystèmes. Et comment est-ce qu'on choisit finalement ces combats, les bons écosystèmes? Tu disais, Peggy, de temps en temps, ça ne marche pas. Comment est-ce que j'arrive à savoir ça avant de mobiliser mon effort, ou comment est-ce que je peux être meilleur dans ma priorisation? Je ne sais pas si vous avez l'une ou toutes les quatre un avis sur le sujet. Merci David. Oui, alors. Comme ça, je répondrais, en fait, c'est effectivement la vraie problématique quand on est des professionnels d'animation d'écosystèmes. Donc, a priori, voilà, il y a des choses qu'on sait faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la prise de contact, en fait, dans le ressenti du besoin aussi des personnes et des organisations qu'on a en face de nous. Mais tant que, en fait, on ne s'est pas jeté dans le grand bain d'une première réunion, ça peut répondre à ta question, en fait. C'est la première réunion qui va dire comment l'écosystème se comporte. Enfin, voilà, c'est ce que je répondrais comme ça en première intention. Moi, j'ai tendance à prioriser par l'engagement de l'autre. C'est-à-dire que vous essayez de convaincre, vous expliquez l'enjeu et parfois, ce n'est pas le bon moment pour l'autre. Et à ce moment-là, je pense que, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, je respecte cela. En allant sur un autre écosystème, faire la preuve, et à ce moment-là, je reviens. J'ai toujours respect de l'autre dans ce qui est mené, et c'est un peu mon action de priorisation. Alors, c'est sûr que j'ai des missions régaliennes dans ce qu'il faut que je mette en œuvre, mais parfois, malgré tout, ça reste pas le bon moment, pas la bonne formule et pas la bonne réponse. Et dans ces cas-là, il ne faut pas insister parce que vous risquez de braquer. Or, l'écosystème, c'est vraiment sur la base de l'engagement de l'autre. On ne peut pas partir sans ça. Et parfois, on n'a pas la bonne réponse ou ce n'est pas le bon moment. Et je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Et des fois aussi, il fallait faire la preuve ailleurs. Hein, c'est les preuves de concept qu'on évoque souvent. Et parfois, il y a des partenaires qui ne sont pas partants sur le moment. Mais à partir du moment où on fait preuve de concept, on crée écosystème, et parfois, c'est lui le meilleur ambassadeur. Donc, il faut être sur des temps longs. En fait, le numérique nous pose problème, et l'innovation aujourd'hui nous pose un sérieux problème. C'est qu'on nous demande d'aller vite tout le temps, et d'être capable d'être agile, d'être capable de s'évaluer quand on n'a pas commencé un projet. Et c'est quand même très, très questionnant tout ça. Et je pense qu'il faut s'autoriser à se laisser du temps. Et à laisser du temps, et pourtant je suis quelqu'un qui est plutôt agile et qui va vite, vous l'avez compris, mais malgré tout, la seule limite que je me pose, c'est celle-ci, c'est de respecter l'autre dans son besoin qui lui est propre à ce moment-là. Je rejoins complètement la notion de temps long. Il y a un vrai enjeu à respecter ces temps longs et à s'adapter aux bons moments d'engagement. Nous, on le voit côté partenaires tech avec lesquels on s'engage. On travaille avec des gens qui sont dans la bonne dynamique par rapport au mécénat de compétences. Et de se dire, une mission en mécénat de compétences est une mission comme une autre. Et tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à avoir ce niveau de réflexion-là parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux RH, il y a des enjeux business qui font que ce n'est pas toujours évident d'avoir cette approche-là et que ce n'est pas le bon moment pour avoir cette approche-là. Et c'est complètement OK. Nous, on accepte ce temps long avec ces partenaires-là qui sont quand même intéressés, mais qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps par rapport à d'autres acteurs qui vont être beaucoup plus matures sur les sujets et qui vont driver la dynamique collective sur lesquelles on va capitaliser dans un premier temps. Et côté association, il se passe la même chose. Le reflet, c'est le niveau de maturité sur les sujets digitaux. Et nous, on va en particulier, du coup, commencer à adresser ces sujets-là avec les assos qui ont le bon niveau de maturité digitale et qui ont la bande passante
pour intégrer ces sujets digitaux en interne. Et pour les autres, on est là quand même, pas de la même manière et sur le temps un peu plus long pour les aider, pour leur donner les outils, pour leur donner les clés pour y arriver et atteindre ce niveau de maturité. Mais ce n'est pas celle qu'on va accompagner, disons, sur le programme tel quel dès le début, quoi. Je dirais il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a une question de connaissance de ces écosystèmes et d'identification. Ça, on peut le faire et puis aider nos adhérents quand on est dans des associations à le faire. Après, il y a des temps différents. Et pour prendre un exemple très concret, il y a quelquefois, effectivement, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ou qui n'a pas conscience qu'il va avoir soif bientôt. Et sur la question qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, sur l'accompagnement, sur le numérique en santé, il y avait des choses sur la donnée partagée, etc. On pouvait faire la sensibilisation. Donc, on était sur du travail d'écosystème. Et il y a un moment où la politique publique a fait que ça a mis l'accent sur le fait que, oui, en fait, il fallait qu'on arrive à travailler. Et là, ça a cristallisé parce que c'était le moment. Et quelquefois, c'est le moment, c'est simplement le cheminement parce que on va parler, et c'est pareil avec les partenaires. On peut avoir d'abord des moments où les axes stratégiques ne sont pas identiques parce qu'on n'est pas financé sur le même projet. C'est tout bête, mais c'est pas encore. Ou alors, justement, on est en train de monter, on réfléchit aux mêmes choses et on arrive à le monter en même temps et à aller chercher en même temps des financements. Quelquefois, ça va se faire très vite. Quelquefois, ça va être sur du temps beaucoup plus long. Et c'est pas une science exacte. Et c'est un peu l'expérience et le fait de rester en permanence, un peu en veille et en éveil de notre écosystème et de nos partenaires, et d'accepter de rencontrer et de bouger dans ces projets parce qu'on rencontre d'autres gens, parce que le monde bouge, quoi. Je rajouterais juste, j'entends résilience dans ce qui a été dit, malgré tout. Je pense qu'on est des résilientes à l'état pur. Parce que quand on fait de l'animation de réseau, on y va tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a résilience, parce que c'est ce que j'entendais sur le temps long, hein, derrière ça. Et j'ai juste envie de rajouter une formulation, c'est que l'animation, ça n'est pas de la communication, en fait. C'est du travail, c'est de la communication dans la forme. Mais ce n'est pas un coup de com', ce n'est pas ça l'animation. C'est tout le contraire. Et donc, c'est vraiment le travail de fond qui va être efficace. C'est plutôt un témoignage qu'une question sur un écosystème ponctuel, voire éphémère, et comment on fait quand ça ne matche pas bien. Je m'appelle Véronique, pardon. Comme Christine, je suis de l'administration et je suis passée du calcul produit intérieur brut du moteur de Rafale, aujourd'hui du contrôle de l'État actionnaire. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est la transformation, le monde digital et le management. Et je me suis comme ça trouvée embarquée en parallèle de mon travail dans un hackathon au profit d'Emmaüs. Emmaüs avait un sujet, c'était plus personne n'apporte ses objets, ses vêtements. Maintenant, c'est le marché de seconde main. Les nouvelles générations ne connaissent pas Emmaüs et nos compagnons n'ont plus d'activité, n'ont plus de revenus. Comment faire? Et donc, j'étais embarquée dans ce vrai hackathon, c'est-à-dire quand je dis vrai, c'est 2 jours non-stop, pour trouver une solution. Bon, je vous la fais courte, la solution, vous la connaissez peut-être, c'est Label Emmaüs, hein, on a créé la marketplace, etc. Bon, mais on est parti de rien. Voilà. Et 2 jours pleins, c'est-à-dire qu'à un moment, alors le hackathon, pourquoi un écosystème éphémère? Parce qu'on était tous horizons, des jeunes, essentiellement des jeunes sauf moi, quelqu'un de chez L'Oréal, des SNCF, des geeks, des moins geeks. Et donc, tout le monde y est allé un petit peu de ce qu'il connaissait. Donc ça, c'était un bon écosystème parce qu'il y avait de l'idée, il y avait du codage, il y avait de l'associatif, il y avait de la réflexion sur comment j'achète, le marketing, etc. Donc, il y avait d'un coup plusieurs personnes. Sauf qu'à un moment, on était tous crevés, évidemment. On est arrivé la nuit. Et on mangeait sur place, sur la même table, dans, je dirais à peu près, les équipes étaient 10 dans 15 mètres carrés. Donc, à un moment, on supporte, parce qu'on supporte plus facilement 15 étrangers que 15 personnes de sa famille. Donc on se retient. Mais arrive un moment, on est vraiment fatigué. Moi, la mamie de service, je me disais, je n'ai jamais pouvoir y arriver sans dormir. Et puis les pieds sur la table, je ne supporte plus, quoi. C'est pas possible. Enlève tes godasses, ça pue.
Et donc là, on sent que ça part en vrille et que plus personne va collaborer. Et c'est là où, et je l'ai entendu, mais peut-être on ne l'a pas conceptualisé, c'est absolument nécessaire d'avoir l'écoute et l'humilité. C'est-à-dire, donc toi, ton expérience de 58 ans, tu la mets au placard, tu redescends, tu les écoutes, tu distribues les paroles parce que tu as quand même l'expérience, mais tu ne leur dis pas comment faire. Et surtout, tu essaies de faire en sorte que tout le monde parle, parce qu'il fallait vraiment qu'on s'en sorte. Enfin, on était au profit d'une association que moi je trouve très honorable. On devait produire quelque chose, mais c'est là où on sent qu'on est sur le fil du rasoir, que ça peut complètement basculer, clapoter. Et donc, c'est vraiment l'appel à l'écoute active, la négociation. Qu'est-ce que tu as appris en négociation? Laisse-le dire, tu n'es pas d'accord, mais tu n'as pas forcément raison, et ainsi de suite. Et c'est comme ça on a réussi à surmonter la fatigue et à remonter à 5 heures du matin sur un projet qui s'est délivré quelques heures plus tard. Oui, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais rebondir, pardon. En fait, je crois que par rapport à ce qu'on disait, le respect de l'autre, etc., c'est que quand on rentre en contact avec l'autre, pour qu'il y ait un écosystème sincère, il faut qu'il y ait un frottement. Moi, j'appelle ça avec les collègues des frottements de cailloux. C'est qu'à un moment donné, si on est sincère dans la relation à l'autre, alors il y a forcément du frottement. Et on n'est forcément pas d'accord à un moment donné dans la vie, dans notre écosystème. Et ça, c'est sain. Ça veut dire que l'écosystème fonctionne bien, puisque chacun est authentique. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage, puisque ça permet de le mettre en abîme sur cette table ronde. Et je pense que c'est important si on n'est pas chez Bisounours. Hein, et donc, ça frotte du caillou. Eh ben, je vous propose de continuer la discussion de manière informelle et en réseau autour de boissons et de nourriture. Merci à toutes, vraiment, merci beaucoup.